Alors... Oui, bien bonjour. Donc, on va rester dans le domaine des fortifications, mais on va revenir sur la ville d'Autun, puisque donc, je vais vous présenter je vais vous faire un panorama des fortifications de la ville haute d'Autun, donc depuis l'Antiquité tardive jusqu'à ses remaniements à l'époque médiévale et moderne. Alors le but de cette présentation, c'est vraiment de vous faire un panorama assez large de l'évolution de ces fortifications. Je n'aurai pas vraiment le temps de rentrer dans le détail de chacune des phases. Et ce que je vais vous présenter ici, en fait, c'est les premiers résultats d'une prospection thématique qu'on a menée depuis janvier dernier, donc avec notamment des visites de caves et de parcelles chez les particuliers pour détecter les vestiges de ces fortifications. Alors, dans un premier temps, pour bien comprendre l'évolution des fortifications de la ville haute, je vais vous faire un rapide rappel historique des grandes phases de fortification à Autun. Donc ici, je vous ai mis un plan qui synthétise ces différentes phases, mais je vais revenir sur chacune d'entre elles dans cette introduction. Alors donc, comme vous le savez, la ville se voit autorisée à construire une enceinte dès sa fondation à la fin du 1er siècle, avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment un symbole de son statut particulier. Et donc, on va avoir une enceinte dès le Haut-Empire qui va englober une superficie de près de 200 hectares. Donc, vous la voyez sur le plan ici en rouge, et puis vous avez ce segment bien connu le long du boulevard MacMahon. Et donc ces fortifications, elles vont s'adapter à la topographie locale, donc ce plateau en forme de losange aux 4 côtés bordés de cours d'eau. Alors, à la fin de l'Antiquité, la ville va connaître plusieurs phases de rétraction progressive de son espace occupé, à partir du dernier tiers du 1er siècle et durant toute l'Antiquité tardive. Par exemple, dès la fin du IIIe siècle, on a près de la moitié des îlots qui semblent abandonnés. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail puisque ça vous sera présenté dans la communication de Yannick par la suite. Et donc à ce moment-là, en fait, les pouvoirs vont venir les lieux de pouvoir vont venir se concentrer dans la pointe sud de la ville, donc dans le secteur de la ville haute, et on va venir barrer. Alors, est-ce que je peux activer le pointeur sur la diapo? Ouais. Celui-là. Donc on va venir barrer la pointe sud de la ville pour créer ce qu'on appelle un castrum, donc durant l'Antiquité tardive. Alors je vous ai mis ici des photos des vestiges de cette enceinte. Donc en haut à droite, vous avez une photo du segment de l'enceinte de l'Antiquité tardive qui a été découvert sous le musée Rollin, donc lors de la fouille réalisée par Archéodonome avec le service archéologique de la ville. Et en partie, dans la photo en bas à droite, vous voyez un segment de cette enceinte qui se situe sous les caves de l'évêché. Donc, je vous le cite, donc à peu près par ici. La photo en haut se situe à peu près par ici. Alors, cette enceinte, pendant longtemps, on se posait des questions sur la datation précise de cette fortification, mais cette datation a été largement précisée ces dernières années avec les recherches récentes. Je reviendrai là-dessus par la suite. Alors ensuite, la ville d'Autun va se voir dotée de nouvelles fortifications à l'époque médiévale. Là, ici, je vous présente un plan schématique donc, où les fortifications médiévales sont figurées en bleu. Mais vous vous doutez bien que sur une période de 1000 ans, sur la période de 1000 ans qu'est le Moyen-Âge, on a vraiment de nombreuses phases de fortification. Donc, vous les voyez ici. Alors, donc, il faut savoir qu'à l'époque médiévale, la ville d'Autun est une ville double, puisque on a tout d'abord ce qu'on appelle la ville haute, ou le château d'Autun dans les textes, qui reçoit le siège du pouvoir épiscopal et du pouvoir canonial. Et également, on a une partie de cet espace qui appartient directement au duc de Bourgogne, donc en l'occurrence la pointe sud, donc, où se situait un château ducal, le château de Rivaux, dont vous avez une représentation ici, et dont il reste aujourd'hui la tour des Ursulines, qui était une des tours de ce château.
Alors, dans la plaine, on a un deuxième quartier donc, que vous connaissez, qu'on appelle le quartier de Marchaux, donc, qui est mentionné dans les textes comme la cité de Marchaux d'Autun. Et ce quartier, il est sous le contrôle lui aussi du duc de Bourgogne. Et il va être mentionné dans les textes au moins dès le XIIIe siècle. Mais en fait, ce quartier pourrait constituer une persistance de l'occupation depuis à l'emplacement du forum depuis la fin de l'Antiquité. Donc ça aussi, ça sera détaillé dans la présentation de Yannick, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, les fortifications, je change de diapo. Donc, vous avez ici une restitution des fortifications de Marchaux et une carte postale qui vous montre la tour dite de François Ier dans le boulevard Loraux. Ces fortifications, elles semblent dater de la fin du Moyen-Âge, mais il est tout à fait possible que ce quartier ait été fortifié bien avant, éventuellement déjà avec une palissade en bois, ce qui est tout à fait possible. Alors ensuite, à l'époque moderne, on vient construire une nouvelle enceinte à partir du XVIe siècle, puisqu'on a des documents du roi François Ier qui vient autoriser la ville à construire une nouvelle enceinte. Donc c'est ce que vous voyez ici en brun sur le plan. Donc on vient construire une nouvelle enceinte bastonnée qui vient clore un espace qui s'était urbanisé donc, entre le quartier de Marchaux et la ville haute. Cette enceinte, il en reste encore quelques vestiges aujourd'hui que vous connaissez sans doute. Donc, je vous ai mis une représentation de l'ancienne porte du Carouge, dont il reste quelques vestiges. Et également, plusieurs bastions sont encore visibles aujourd'hui. Alors, pour revenir sur la ville haute, donc, les fortifications de ce quartier ont été quand même étudiées de longue date à Autun, puisque dès le XIXe siècle et les recherches de la société duène, plusieurs de ses membres vont se poser des questions sur cette enceinte. Alors, ils vont notamment se questionner sur la date de construction de cette enceinte réduite, et ils vont proposer une datation des 4e, 5e siècles. Ensuite, en 2005, Michel Kasprick, dans sa thèse sur la cité des Éduins et de Châlons durant l'Antiquité tardive, va lui aussi s'intéresser à cette enceinte et va reprendre cette hypothèse de datation des 4e, 5e siècles. En 2009, une nouvelle thèse va être réalisée sur la ville haute d'Autun par Amélie Béguin sur l'habitat de la ville haute à la fin du Moyen-Âge. Et elle aussi, elle va remarquer plusieurs éléments sur cette enceinte tardo-antique et ses extensions médiévales. Alors pour nous, c'est vraiment une véritable mine d'informations parce qu'elle a procédé à de multiples visites de parcelles et de bâtiments dans la ville haute. Et elle a repéré plusieurs aménagements très intéressants, notamment liés aux reprises médiévales de l'enceinte. Alors, ensuite, on a également Sylvie Balcon-Berry qui s'est largement intéressée aux fortifications de la ville d'Autun, notamment dans un article publié en 2011 sur l'enceinte réduite, qui fait une synthèse sur cet élément et qui précise son tracé. Et également, elle évoque largement ce sujet dans son habilitation à diriger des recherches publiée en 2017. Enfin, tout récemment, une thèse réalisée par Camilla Canoni sur le palais épiscopal d'Autun a été soutenue en décembre 2023. Et dans son travail, elle a pu observer de nouveaux éléments très intéressants, notamment sur l'enceinte de l'Antiquité tardive, puisqu'elle a pu identifier plusieurs segments conservés sous l'évêché, dont je vous ai montré une photo tout à l'heure. Ce qui est aussi très, très important, c'est qu'elle a pu effectuer des prélèvements radiocarbone sur ces maçonneries, et elle a pu dater les différents segments qu'elle a observés du IVe siècle. Donc, d'une certaine manière, elle validait les hypothèses précédentes de datation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi pu repérer des aménagements qu'elle a attribués à l'époque carolingienne, donc des tours qui viennent s'appuyer sur cette enceinte tardo-antique sous l'évêché. Alors donc, vous voyez que ce sujet des fortifications de la ville haute, c'est donc un sujet qui a déjà été bien étudié. Et donc le but de ce travail, c'est vraiment de compléter les recherches qui présentaient encore quelques lacunes et de mettre en place une documentation uniformisée.
Alors, donc, je vais vous présenter tout de suite la méthodologie qui a été employée pour cette étude. Donc, comme je vous l'ai un peu évoqué, le but, c'était vraiment de visiter des parcelles donc chez les particuliers autour du tracé supposé de l'enceinte pour essayer déjà de vérifier la présence ou non de vestiges et ensuite d'en proposer une étude et un phasage chronologique. Alors, pour réaliser ces visites, nous avons accueilli au service archéologique une stagiaire de l'Université de Franche-Comté, Candice Gilleron, qui est venue nous aider pour réaliser ces études. Alors, donc, comme l'a un peu expliqué Étienne dans sa présentation, on peut déjà voir à partir de l'étude du cadastre, on peut repérer des anomalies qui peuvent nous guider vers des possibles vestiges conservés. Donc le but, c'était vraiment de réaliser un inventaire de ces vestiges et donc d'en réaliser des photos, des relevés photogrammétriques et à terme un phasage chronologique. Donc là, sur ce plan, c'est un plan très schématique qui vous présente les grandes phases d'évolution de cette enceinte réduite. J'en profite pour vous préciser que ici, je vous parle globalement des fortifications de la ville haute dans ma présentation, mais en fait, on va vraiment évoquer l'enceinte tardo-antique, donc qui vient barrer la ville haute, et ses extensions. On ne va pas du tout évoquer l'enceinte augustéenne qui ferme la pointe de la ville. Alors donc, pour réaliser cette étude, donc, il y a l'étude des vestiges bâtis, mais on a également tout un corpus de sources écrites qui nous apportent des informations essentielles. Donc, on a des comptes de construction, des exemptions d'impôts pour le financement des fortifications, plusieurs documents juridiques aussi qui fixent les conditions d'entretien de ces enceintes. Et donc, pour l'instant, j'ai consulté plusieurs fonds d'archives, donc aux archives départementales de Saône-et-Loire, où sont conservées une partie des archives municipales d'Autun, et aux archives départementales de la Côte d'Or, donc où sont conservés les comptes du duché de Bourgogne. Alors, à droite de la diapo, je vous ai aussi mis un exemple d'un des plans de la ville d'Autun. Donc, on a la chance à Autun d'avoir un corpus relativement fourni de représentations iconographiques de la ville à partir du XVIe siècle. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une vue d'Autun réalisée par Pierre de Saint-Julien de Balleur, qui a été publiée en 1581. Et pour nous, c'est quand même un document très précieux, puisqu'il est relativement précis avec ce qu'on observe sur le terrain. Bon, ça reste un document à considérer avec prudence, mais généralement, ça nous donne quand même un premier aperçu du tracé des fortifications, donc là, ici, en l'occurrence, au XVIe siècle. Alors, je vais tout de suite vous présenter donc, les premiers résultats de ces prospections. Alors, tout d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, on a apporté de nouveaux éléments essentiels concernant la compréhension et la datation de l'enceinte réduite. Donc, j'ai évoqué la thèse de Camille Accanoni sur l'évêché, mais également l'enceinte a été aussi étudiée par mes collègues du service archéologique lors du diagnostic du panoptique. Et donc, comme je vous l'ai dit, lors de la fouille réalisée par Archéonome dans le musée Rollin. Alors, d'un point de vue de nos prospections, les vestiges sont plus ténus. On observe bien dans les caves des maisons des murs largement plus épais sur le tracé de l'enceinte, donc qui pourrait constituer une trace de cette enceinte réduite, mais il est quand même très difficile de donner une datation absolue avec certitude, en l'absence de prélèvements radiocarbone. Alors cependant, alors je vais vous montrer avec le laser. Il semble qu'une tour polygonale de cette enceinte ait pu être conservée donc à cet emplacement. C'est la photo que vous voyez en bas à droite, puisque en fait, à partir des différentes tours qui ont déjà été étudiées, notamment par la société Duène, il semble se dégager que les tours de cette enceinte réduite présentaient donc ce plan polygonal. Donc vous voyez un relevé en haut à droite, juste ici. Donc c'est une tour qui est située au pied de la tour Saint-Léger de l'évêché, donc juste ici. Cette tour qui a pu être observée lors de la prospection, qui avait déjà été notée par Sylvie Balcon-Berry dans son article, elle présente donc un plan assez étrange, mais elle est quand même difficile à dater avec certitude.
Alors ensuite, ce qui a pu être bien observé au cours de la prospection, ce sont les extensions de cette enceinte réduite au cours des 12e, 13e siècles. Donc c'est ce qui est figuré en bleu sur ce plan schématique. Notamment, on a pu observer une imposante tour rectangulaire, donc la photo que vous voyez à droite, qui se situe ici, et qui vient donc s'appuyer contre l'enceinte de l'Antiquité tardive, qui vient flanquer cette enceinte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on a des élévations assez anciennes qui sont encore conservées assez largement. Et surtout, on a plusieurs ouvertures de tir qui sont conservées dans cette tour. Donc, je vous en ai mis une photo ici, en bas à droite. Donc, on a plusieurs archères qui sont conservées et qui nous donnent, qui permettent de proposer une datation de la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Alors, une autre tour de flanquement de cette enceinte a pu être observée, qui se situe jusqu'ici. Donc, cette fois-ci, une tour de flanquement ronde qui vient assurer la défense de cette avancée juste ici. Donc, une tour est conservée dans une cour intérieure. Et également, on a pu observer plusieurs archères, là aussi, qui sont conservées sur ce mur, ici, entre deux maisons. Donc un mur qui venait relier cette tour de flanquement à l'ancienne porte des 12e, 13e siècles dans la rue des Bancs. Alors moi j'ai mis le fond cadastral sous le plan, mais je ne sais pas si vous le voyez très bien sur l'écran, parce que là, moi d'ici, la rue des Bancs passe juste ici. Donc voilà, je vous ai mis à droite une photographie d'une de ces archères avec le relevé archéologique. Alors ensuite, on a pu observer également des ajouts du XIVe siècle, puisque c'est l'époque où on vient renforcer la porte de la rue des Bancs en construisant une nouvelle porte flanquée de deux tours rondes, dont il reste aujourd'hui la tour des Bancs qui est contre le musée Rollin. Je vous ai mis à droite une représentation où on voit les deux tours avant la destruction de la tour ouest. Et lors des prospections, on a pu observer un tunnel en fait qui passe sous la rue des Bancs et qui semblait relier ces deux tours. Donc c'est un élément qui semble assez ancien et qui présente une construction très soignée en grand appareil. Donc un élément qui pose question. Donc on a pu observer le départ du tunnel dans une cave, mais également on a retrouvé dans des archives de fouilles que lors de travaux dans la rue des Bancs, on avait pu observer l'extra d'eau sous les pavés de la rue. Alors ensuite, on observe à la fin du Moyen-Âge toute une série de réflexions sur ces fortifications de la ville haute, puisque lors des prospections, on a pu observer nombre d'ouvertures de tir de la toute fin du Moyen-Âge, donc ce qu'on appelle des archères canonnières. Donc ce sont des ouvertures de tir adaptées à l'usage des armes à poudre. Ah, je me dépêche. Donc voilà, ça montre une réflexion de l'enceinte à la fin du Moyen-Âge. Alors je vais aller très vite sur les fortifications de la période moderne, puisque pour l'instant assez peu d'éléments ont pu être observés lors de mes prospections. Cependant, Sylvie Balcon-Berry, dans son article, proposait un avant-corps qui venait renforcer la porte des Bancs, donc c'est ce que vous voyez ici en violet. Cependant, dans les archives, on a l'impression qu'on a un désintérêt croissant pour l'entretien des fortifications de cette enceinte réduite, puisque déjà la porte des Bancs n'est jamais citée dans les réparations des tours des portes de la ville, donc ce qui est quand même un indice d'un désintérêt pour ce secteur. Et également, on a des autorisations de percement de fenêtres dans l'enceinte, donc ce qui vient forcément affaiblir la défense. Alors, pour conclure, je me suis perdu dans mes notes. Pour conclure, donc, ce qu'on peut déduire de ces premières observations, donc, ce que je vous ai présenté là, c'est pour l'instant des tendances qui se détachent de l'analyse des premiers résultats, mais ça pourrait être précisé au fur et à mesure de l'étude. Alors, ce qui semble se détacher, c'est que donc on a une amélioration et des extensions continues de cette enceinte tardo-antique, donc de sa construction jusqu'à l'époque moderne, où là, les aménagements vraiment défensifs semblent plus difficilement perceptibles.
Comment interpréter cela? En fait, comme je vous l'ai dit en introduction, on vient construire une nouvelle enceinte un peu plus bas dans la ville, donc qui fait sans doute perdre un peu l'intérêt défensif de cette enceinte de la ville haute. Alors on semble réutiliser du coup cette enceinte comme mur de terrasse pour les bâtiments de la ville haute. Alors donc, comme je vous l'ai dit, ces résultats pourront être complétés avec la poursuite des prospections, mais également on a une possibilité de nouvelles découvertes liées aux fortifications avec la future fouille qui sera réalisée par l'INRAP en collaboration avec le service archéologique sur le musée Rollin. Alors je finis ma présentation par un petit message pour promouvoir en fait cette méthode de prospection, puisque le but c'est vraiment un message aux Autunois pour leur dire que nous c'est uniquement des observations visuelles. En fait c'est pour on essaye de faire en sorte que ces visites chez les particuliers soient le moins contraignantes pour les habitants. Donc on ne fait pas de fouilles, hein, on réalise juste des observations visuelles, et nous ça nous apporte quand même de nombreux éléments en complément des fouilles archéologiques. Donc voilà, si vous avez des vestiges intéressants chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. Je termine ma présentation par un petit point d'actualité archéologique très rapide sur un diagnostic qu'on a réalisé ces dernières semaines dans le quartier Marchaux, cette fois-ci, donc sur l'ancien hôtel de Cluny. Donc vous avez la localisation ici sur le plan. Donc ce bâtiment, c'est un ancien hôtel particulier de la fin du Moyen-Âge qui appartenait donc à la famille de Cluny, donc une famille très importante à Autun à la fin du Moyen-Âge, qui occupe des fonctions élevées à Autun. Et donc ce diagnostic, il comprenait une phase d'étude des maçonneries, donc d'archéologie du bâti, et également, ce qui est pour compléter, une phase de sondage sédimentaire, donc au rez-de-chaussée du bâtiment et autour. Donc là, ici, je ne rentre pas dans les détails des premiers résultats, mais je vous ai mis quelques photos pour illustrer. Donc on a réalisé des sondages, donc, vous voyez, donc, au pied de la tour Marchaux qui se situe ici. Donc l'hôtel de Cluny se situe ici, donc la tour Marchaux qui sert de tour d'escalier. On a réalisé également un grand sondage sur le parking de la grande rue Marchaux, et également, c'était la photo que vous voyez juste avant, un sondage au rez-de-chaussée du bâtiment. Et puis donc je vous avais mis un exemple de décroutage qui a révélé une ancienne porte bouchée juste ici. Voilà, je ne serai pas plus long, j'espère que j'ai été assez clair et je vous remercie pour votre attention. Grand merci à Antoine Belot pour cette synthèse sur la ville haute. Donc on attend évidemment une synthèse un peu similaire sur Marchaux, puisque les beaux travaux de restauration sont en cours. J'imagine qu'elle a suscité quelques questions et remarques. Alors il y a un certain nombre de choses qui étaient connues, beaucoup d'autres qui ne l'étaient pas, et on voit tout l'intérêt évidemment de cette démarche globale. Questions dans la salle ? Alors moi j'en ai une toute petite pour lancer un petit peu la discussion. Tu n'as pas parlé d'utilisation du lidar et on n'a pas vu de vision, on va dire, des différentes marches qu'il pourrait y avoir à cet endroit-là. Ouais, en d'autres termes, est-ce que l'enceinte tardo-antique, elle s'appuie sur des ruptures antérieures ou est-ce qu'elle crée finalement la rupture qu'on voit aujourd'hui ? Alors, c'était une hypothèse qui était proposée par Alain Rebourg, que l'enceinte réduite venait éventuellement s'appuyer sur d'anciennes terrasses du Haut-Empire. Alors, pour l'instant, j'ai pas regardé le lidar, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et puis ça, c'est quelque chose qui pourra éventuellement aussi être observé lors de la fouille du panoptique, on l'espère. Donc, pour l'instant, je peux difficilement répondre. En fait, les premières... je peux juste ajouter sur le diagnostic qu'on a fait du panoptique, on avait observé il semblerait en fait que l'enceinte s'appuie sur des murs de terrasse préexistants. Mais c'était une petite fenêtre et évidemment, il faudrait que la fouille à venir en fait puisse le confirmer. Mais c'était une petite fenêtre. On a l'impression qu'il y a déjà une structuration maçonnée en fait de ce secteur de la ville qui est renforcé par la mise en place de l'enceinte réduite. Mais ça reste encore une hypothèse, parce qu'on a vu ça sur une petite vignette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
C'est juste une petite précision pour rebondir sur ce que tu disais, mais ce ne serait pas étonnant, mais que ça suive effectivement des ruptures déjà préexistantes, mais ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est également pas seulement les terrasses, mais l'orientation de l'urbanisme du Haut-Empire. Oui, alors ça justement, ça fonctionne très bien avec la trame urbaine en fait du Haut-Empire. On voit que les portes sont sur des axes du Haut-Empire en fait. D'accord. Donc ça fonctionne bien. On voit du papier peint sur les murs. C'est du Moyen-Âge? Alors, oui, comme vous avez pu voir qu'il y a une stratigraphie assez complexe sur le mur. Donc, non, ça, c'est des papiers peints très récents. Hein, donc, les spécialistes pourront sans doute les dater assez facilement. Donc, non, c'est très récent, ça. Ah oui, j'emploie le terme de décroutage. En fait, c'est la purge des enduits qui sont sur les maçonneries anciennes. Je ne sais pas si ce terme vous était familier.